Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette toute dernière exploration en profondeur. Aujourd'hui, on marque un grand coup. Ouais, la grande finale en fait. Exactement. C'est la conclusion officielle de notre série monumentale de 34 chapitres sur le secourisme au milieu de travail. 34 parties, c'est quand même tout un voyage qu'on a fait avec l'auditoire. Absolument. Et pour clore ça en beauté, on se penche une dernière fois sur notre document de référence principal, c'est-à-dire la 9e édition du manuel officiel du secourisme au milieu de travail. Celle de 2022, publiée par la CNSST. Voilà, la fameuse commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail. Bon, décortiquons tout ça une bonne fois pour toutes. La mission d'aujourd'hui, ce n'est pas de revoir comment enrouler un bandage ou installer une attelle. Non, l'auditoire a déjà vu et revu toutes ces techniques médicales dans les analyses précédentes. Bah oui, à ce stade-ci, ceux qui nous écoutent connaissent la mécanique. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de prendre du recul. On veut extraire la véritable philosophie de ce manuel. C'est une excellente approche. On va vraiment explorer la psychologie humaine en temps de crise et les obligations légales qui nous lient. Parce que quand on regarde au-delà des techniques pures, ce manuel ressemble presque à un guide de survie psychologique, non ? C'est une excellente façon de le formuler. Ce qui est fascinant ici, c'est que lorsqu'on s'éloigne de la pure mécanique des gestes qui sauvent, on réalise que ce document agit véritablement comme un miroir de la condition humaine face au chaos. Un miroir, ouais, c'est un bon mot. Quoi faire avec ses mains, mais surtout comment structurer son esprit quand la panique menace de tout paralyser. Et c'est ce qui rend cette discussion si vitale pour quiconque a suivi cette série. N'importe qui, demain matin, près de la photocopieuse ou sur un chantier de construction, peut se retrouver dans une position où il faut faire la différence entre la vie et la mort. Fondamental en fait, presque philosophique. Est-ce qu'on est obligé d'intervenir ou pas ? Voilà, est-ce qu'une personne témoin d'un accident a l'obligation légale et morale d'agir ? Et la réponse n'est pas aussi simple qu'un oui ou un non. Il y a un équilibre délicat à trouver. Exact. La morale s'entrelace avec la loi. Le manuel précise très tôt ses obligations. Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne stipule clairement que tout citoyen a l'obligation de porter secours à une personne dont la vie est en péril. C'est le devoir civique de base, on ne peut pas juste tourner les talons. Non, on ne peut pas détourner le regard. Mais attention, ce devoir d'agir possède une limite stricte. L'obligation d'intervenir s'arrête exactement au moment où la vie ou la sécurité du secouriste est elle-même menacée. C'est la fameuse règle d'or dont on a souvent parlé. Ne jamais multiplier le nombre de victimes. C'est ça. Un intervenant qui s'électrocute ou qui inhale un gaz toxique en voulant jouer les héros, ça ne sauve personne. Et ça complique dramatiquement le travail des ambulanciers. Ça, c'est pour le danger physique. Mais je suis convaincu que pour beaucoup de gens, la paralysie ne vient pas du danger physique, elle vient de la peur légale. Ah, l'angoisse de faire une erreur. Ouais. L'idée de se dire « et si je brise une côte en faisant le massage cardiaque, est-ce que la personne va me poursuivre en justice après ?» C'est une angoisse très commune. Et le manuel l'aborde de front avec le concept du bouclier légal. C'est crucial pour encourager l'action. Le secouriste agit comme représentant de l'employeur à ce moment-là, c'est bien ça ? Exactement. En vertu de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la LATMP, ce secouriste désigné bénéficie d'une immunité civile. La loi protège la personne contre les poursuites, mais à une condition essentielle. Agir de bonne foi. Voilà, toujours la bonne foi. Mais comment on définit ça, la bonne foi dans le feu de l'action ? Parce que la ligne semble mince parfois entre une erreur honnête et de la négligence. La définition légale s'appuie sur les compétences acquises. Agir de bonne foi, ça veut dire appliquer les techniques vues en formation, sans tenter d'improviser des actes médicaux de médecin. Pas d'improvisation à la sauce film d'action. Vraiment pas. Le manuel met en garde contre le comportement fautif. Par exemple, décider de déplacer brusquement une personne qui vient de faire une chute de plusieurs mètres alors qu'il n'y a aucun incendie autour. Ça pourrait aggraver une lésion à la colonne ? Et ce serait considéré comme une faute. L'immunité civile est là pour pardonner l'erreur humaine inévitable, sous pression, comme un mauvais compte dans les compressions thoraciques, mais ça ne couvre pas la négligence grossière. Donc, pour prouver cette bonne foi, il faut laisser une trace. Et c'est là qu'intervient cet outil qu'on a vu et revu, le registre de premier secours. Le fameux petit carnet. Ouais, on pourrait croire que c'est juste la paperasse pour faire plaisir à l'administration, mais son rôle est beaucoup plus profond que ça. Ce registre remplit deux fonctions vitales. D'abord, c'est la mémoire écrite légale de l'événement noté pendant que c'est encore frais, mais surtout, c'est le premier outil de prévention. Parce que si on remarque 3 coupures sur la même machine dans le même mois,
Ce n'est plus une coïncidence, c'est une tendance. Et documenter permet d'enquêter pour que ça ne se reproduise pas. Mais bon, pour documenter tout ça rationnellement, il faut d'abord avoir survécu à la tempête émotionnelle de l'accident lui-même. Et c'est là qu'on entre dans la psychologie du chaos. Probablement ma section préférée de toute cette analyse. Qu'est-ce qui se déclenche dans le cerveau quand une journée de travail banale bascule en une fraction de seconde en héros? L'organisme humain court-circuite complètement la pensée rationnelle. L'amygdale, qui est la zone du cerveau responsable de la peur, prend le contrôle. C'est un système d'alarme biologique très primitif. Et chez la personne blessée, ça donne des réactions vraiment intenses. Le manuel en identifie 4. La fuite, où la personne tente de s'échapper. L'abandon, qui est une résignation totale. Le combat pour survivre. Et la plus déconcertante, l'agressivité. C'est tellement contre-intuitif. On s'imagine toujours qu'une victime va accueillir l'aide avec un grand soulagement. Mais dans la réalité, la victime peut nier la blessure, repousser l'aide ou devenir verbalement et physiquement agressive envers le secouriste. Ça permet à l'intervenant de ne pas le prendre personnellement, de garder une voix calme et d'adapter son approche. Et le cerveau de l'intervenant, lui, n'est pas épargné non plus. L'adrénaline provoque ce que le manuel appelle l'effet tunnel. Ce qui est fascinant ici, c'est à quel point c'est physique. Le cerveau élimine l'information superflue. La vision périphérique disparaît, littéralement. On regarde à travers un tube. Voilà, on ne voit plus que la blessure. Il y a aussi l'exclusion auditive. Le cerveau filtre les sons. Quelqu'un pourrait crier à 2 mètres et on ne l'entendrait pas. Sans parler de l'étirement du temps. La minute d'attente de l'ambulance qui semble durer des heures à cause de l'hyperattention du cerveau. Et paradoxalement, le désordre de la mémoire à court terme, on peut oublier des choses aussi simples que le numéro d'urgence ou l'adresse de son propre bâtiment. Et, après l'intervention, une fois que le silence revient, le cerveau doit traiter tout ça. Ce qui est remarquable avec cette édition de 2022, c'est l'inclusion frontale de la santé mentale. C'est une avancée majeure en médecine du travail. Historiquement, on nettoyait, on remplissait le registre et on retournait à son poste. Marche ou crève un peu. Ouais. Mais ce manuel moderne valide le fait que sauver une vie laisse des traces invisibles. Il parle ouvertement du trouble de stress post-traumatique, le fameux TSPT. Les cauchemars, l'anxiété inexpliquée, revivre l'événement en boucle. Exactement. Et l'insistance est mise sur le fait de ne pas rester seul avec ça. Le manuel encourage à utiliser le programme d'aide aux employés, le PAE, ou les ressources publiques comme les CLSC. L'hygiène mentale est devenue aussi importante que la gestion d'une hémorragie. C'est brillant. Alors, face à ce cerveau qui perd les pédales, quel est l'antidote ultime? On l'a vu tout au long de nos chapitres, c'est la structure. La structure est la seule façon de reprendre le contrôle sur l'amygdale. L'esprit irrationnel a besoin d'une liste de tâches pour contrer la panique. C'est pour ça qu'on ne font jamais tête baissée. Les fameuses 7 étapes de l'évaluation de la situation. On s'arrête, on observe. Y a-t-il des fils électriques, un risque chimique? Cette pause obligée de quelques secondes permet au cortex préfrontal de reprendre les commandes de notre propre cerveau. Et ensuite, on déploie l'acronyme universel de la survie, l'appréciation primaire. Le protocole l'ABC. On l'a couvert en long et en large au fil des épisodes de cette série, mais rappelons sa philosophie. Sa philosophie, c'est de prioriser les menaces immédiates. L'alerte pour l'état de conscience. Le A pour l'ouverture des voies respiratoires. Le B pour la respiration. Le C pour la circulation et les hémorragies. Un ordre implacable. Une voie bloquée tue plus vite qu'un arrêt respiratoire, qui tue plus vite qu'une hémorragie. Et une fois la menace vitale écartée, on a l'acronyme SIMPLE pour l'enquête médicale. Outil brillant pour recueillir les infos pour les ambulanciers sans avoir à chercher ces mots sous le stress. Signes, allergie, médication, passé médical, le dernier repas et événement. Et au milieu de cette rigueur clinique, il y a cette petite note récurrente dans les encadrés du manuel qui me touche particulièrement. La mention attention, dignité et hypothermie. Ah oui, c'est une considération tellement humaine. Prenons l'installation d'un défibrillateur. Il faut dénuder le thorax, mais le secouriste doit penser à créer un écran d'intimité face aux collègues et protéger la victime du froid. On accompagne une personne vulnérable. On ne fait pas juste réparer une machine. C'est le rappel constant de notre humanité dans l'urgence. Et ça nous amène aux urgences critiques de notre époque. L'auditoire connaît bien les techniques maintenant, mais revoyons rapidement pourquoi les protocoles ont évolué ainsi. Prenons l'arrêt cardiaque. La mathématique est cruelle ici. Sans défibrillation rapide par un DEA, l'efficacité de la réanimation chute de 7 à 10% par minute. Au bout de 10 minutes, c'est presque terminé, d'où l'importance colossale des compressions en attendant l'appareil.
5 à 6 cm de profondeur, 100 à 120 par minute. C'est un effort titanesque. Mais à ce moment précis, nos mains remplacent le cœur de la victime. Si on arrête la pression, sanguine tombe à zéro. C'est la seule barrière contre les lésions cérébrales. Une autre urgence qui crie l'ère du XXIe siècle, c'est l'inclusion de la naloxone. Oui, la crise des opioïdes qui s'invite en milieu de travail. C'est fou de se dire qu'un secouriste dans un bureau ou une usine peut devoir gérer une surdose de fentanyl ou de morphine. L'administration intranasale de cet antidote est maintenant enseignée. La naloxone expulse l'opioïde des récepteurs du cerveau et relance la respiration. C'est une adaptation fascinante des protocoles de secourisme aux grandes crises de santé publique. Et il y a aussi l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Avec une population active vieillissante, le risque est là. On dit toujours « le temps, c'est du cerveau ». D'où l'acronyme VITE, visage affaissé, incapacité à lever les bras, trouble de la parole, extrême urgence. Identifié instantanément pour sauver les neurones. Bon, on a fait le tour des crises, des traumatismes, des acronymes, mais il y a une question fondamentale qui s'impose pour cette grande conclusion. Quel est le but ultime de tout ce savoir qu'on a partagé au fil de nos 34 chapitres ? La réponse semble ironique pour un manuel de secourisme, mais la meilleure intervention, c'est celle qui n'a pas besoin d'avoir lieu. La prévention, Le cœur battant de la santé et sécurité, c'est la prévention. Former des gens pour repérer le danger avant le chaos, identifier, corriger, contrôler. et on utilise la méthode ITEM pour décortiquer ça au quotidien. Analyser l'individu, la tâche, l'environnement et le matériel. C'est une approche systématique pour désamorcer les accidents. Si on applique ça rigoureusement, l'utilisation des pansements devient purement théorique. La prévention, c'est l'approche la plus rationnelle et surtout la plus humaine. On veut que tout le monde rentre à la maison intact à la fin de la journée. Tout à fait. Et ces secouristes formés deviennent les meilleurs ambassadeurs de cette culture de prévention. Leur perception du risque change complètement. Ils voient l'accident en devenir avant même qu'il ne se produise. En rassemblant tout ça, on réalise que cette série qu'on vient de conclure, ce n'était pas juste une formation médicale. C'est une combinaison d'obligations légales, de psychologie sous pression et d'un appel constant à la prévention. Et si je peux me permettre une dernière réflexion qui dépasse même le cadre de la CNST, ce manuel nous a enseigné la mécanique de la survie, mais en filigrane, il nous pousse à une introspection profonde. Sur notre propre préparation mentale. Oui, si l'improbable se produit demain matin, serons-nous capables de percer le mur de l'effet tunnel, de maîtriser la panique pour tendre la main à autrui? L'acte de secourir, au-delà de la technique, c'est un choix d'une humanité radicale. C'est une pensée vertigineuse sur le poids merveilleux de la responsabilité qu'on a les uns envers les autres. C'est vraiment la note parfaite pour clore ce voyage. La technique est là, mais la décision d'agir réside dans notre volonté de surmonter la peur. L'information reste notre meilleur bouclier. Met un point final à notre grande série d'explorations sur le secourisme en milieu de travail. C'est d'ailleurs le moment parfait, au nom du créateur de tous ces épisodes, Michel Cardinal, de remercier chaleureusement l'auditoire pour son incroyable fidélité. 34 parties, c'est un engagement impressionnant de la part de ceux qui ont suivi cette aventure avec nous. Un immense merci à vous tous. Et on en profite pour faire un rappel crucial. Les protocoles évoluent. Il est vital de garder vos connaissances à jour. Exact. Assurez-vous de suivre régulièrement des cours reconnus et certifiés, que ce soit via la CNSST, la Fondation Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou l'Ambulance Saint-Jean. Restez formés et restez prêts. Si cette grande analyse vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et surtout à partager cette liste de lecture YouTube avec vos collègues et vos proches. Plus ces connaissances circuleront, plus nos milieux de travail seront sécuritaires. Merci encore pour votre écoute. Gardons l'esprit ouvert, restons vigilants et veillons les uns sur les autres. À bientôt tout le monde. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel reconnu par la CNESST ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible
et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.